J'espère que vous avez bien profité du petit déjeuner de ce matin, parce que c'est le dernier que vous allez prendre compte tenu de l'évolution du prix d'un certain nombre de matières premières. Je ne sais pas si vous avez vérifié, mais le prix du beurre est en train d'exploser. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on est dans une économie un peu bizarre, notamment en Europe, où le prix du lait au niveau mondial est en train de s'effondrer, pour des raisons assez évidentes d'ailleurs, puisqu'il y a un certain nombre de pays qui ont fait énormément de gains de productivité sur la production de lait. À l'heure actuelle, en Nouvelle-Zélande, on produit 12 litres de lait par jour et par habitant. Et donc, il est évident que la Nouvelle-Zélande exporte du lait, parce que la population locale ne peut pas absorber toute la production locale. Et donc, vous avez un cours du lait qui est en train de s'effondrer. Et simultanément, si vous avez suivi l'actualité, normalement, d'ici à la fin du mois, on va dépasser le prix de 7 000 € la tonne de beurre à l'achat, alors qu'il y a 2 ans, on était à 2 500 €. Après, vous avez peut-être essayé de boire du thé. Et l'Inde est une démocratie, ce qui fait que c'est un pays qui est beaucoup moins prisé que la Chine. Vous avez remarqué que parmi nos commentateurs, ils adorent nous parler de la Chine en disant que c'est notre modèle, c'est notre avenir. Ce qui m'inquiète, c'est que c'est une dictature sordide. Et donc, je suis assez surpris qu'on ait besoin, en général, de se référer à ce genre de choses, alors que l'Inde est beaucoup moins prisée, parce que l'Inde a un inconvénient, c'est une démocratie. Et comme c'est une démocratie, il y a le droit de grève. Et comme il y a le droit de grève, eh bien, la récolte de Darjeeling n'a pratiquement pas eu lieu, puisque les ouvriers qui récoltent le thé à Darjeeling étaient en grève. Donc le cours du thé est en train d'exploser. Le marché du thé est un marché qui se fait à Nairobi, parce que le cours du thé, le thé marginal, le thé qui va permettre de boucler l'offre et la demande, c'est le thé du Kenya. Et donc le thé du Kenya a pris 18% ce matin sur le marché de Nairobi. Donc il y a un peu plus d'un siècle, on vivait dans une période où l'idée qu'il puisse y avoir de l'inflation était une idée qui était totalement absente du mode d'organisation et de pensée. Or, nous vivons à l'heure actuelle une période qui est une période, à mon avis, qui est une période de transition, où nous quittons une économie qui avait été une économie qui était fondée sur ce qu'on appelait le capitalisme monopoliste d'État, pour aller vers une économie qui est une économie de concurrence. Le deuxième élément dans une société qui est une société de concurrence, c'est qu'il n'y a plus d'inflation. Et le troisième élément, c'est que si vous n'avez plus d'inflation, on tombe sur ce que j'appellerais le théorème de Thomas Piketty. Donc je parlerai de Thomas Piketty. Bon, je ferai l'hypothèse que vous avez lu le livre. La SNCF a été créée il y a 80 ans. Elle a été créée très exactement en septembre 1937. Aujourd'hui, l'autostop est totalement institutionnalisé. Il est institutionnalisé au travers du covoiturage, et même le covoiturage est devenu une antonomase, puisque une des boîtes de covoiturage, qui est Blablacar, est devenue le symbole de l'organisation de ce type de transport. Et donc la SNCF, elle est soumise à une pression concurrentielle. Cette pression concurrentielle, elle ne l'a pas vue venir, parce que cette pression concurrentielle, elle est extérieure à son domaine de compétence immédiat. Et cette pression concurrentielle n'est arrivée que parce qu'il y a des nouvelles technologies. Alors la conséquence de ça, c'est qu'est-ce que nous prédit Walras pour une société concurrentielle? Donc il nous prédit effectivement que l'enjeu, et c'est normal, l'enjeu de l'économie, ce n'est pas, contrairement à ce que souvent on raconte, le producteur, c'est le consommateur. L'enjeu de l'économie, ce n'est pas l'emploi, c'est le pouvoir d'achat. C'est notre capacité, c'est notre bien-être mesuré par notre capacité de consommation et de dépense. La priorité, c'est la capacité à diffuser de la richesse, à organiser l'économie autour de celui qui en est le bénéficiaire, qui est le consommateur. Comme le disait le prédécesseur de Jean-Claude Mailly, André Bergeron, quand il était à la tête de Force ouvrière, il y a du grain à moudre. On donne aux gens, ils avaient 100, on leur donne 120, ils sont contents. Bon, on ne leur dit pas que les prix sont passés à 130, mais bon, ils sont contents, voilà. Puis comme on les prend pour des cons, on se dit, bon Dieu, profitons-en. C'est assez agréable en plus, le grain à moudre, parce que non seulement on vole les gens, mais en plus on le fait en ayant la conviction qu'ils ne s'en aperçoivent pas. Alors, c'est tellement agréable, c'est double satisfaction. On les gruge et ils sont cons. Bon, bref, c'était ça l'inflation. Car le banquier central est devenu une sorte de gourou post-athénien dont on ne comprend pas ce qu'il dit. Et donc, il y a des métiers maintenant qui consistent à expliquer ce que dit le banquier central. Alors, on pourrait penser que, alors effectivement, quand le mec arrive en disant, voilà, vous savez, comme le programme LTRO n'a pas marché autant que je ne l'espérais, je serai obligé de forcer l'OMP pour maintenir mon objectif de quantitative easing.
C'est vrai que le ministre des Finances, c'est plus simple. Quand il arrive en disant « je vais augmenter les impôts », là, on comprend. Il n'y a pas besoin de... Puisque Alan Greenspan, qui a été l'anté-prédécesseur de Madame Yellen, était rentré dans l'histoire pour une formule célèbre. Il avait dit « si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé ». Mais le cœur du problème est identifié au travers d'une équation qu'on a vue apparaître assez souvent dans les commentaires, R supérieur à G. Ça veut dire quoi, R supérieur à G? R, c'est le taux d'intérêt. C'est la rémunération du capital. Et G, c'est le taux de croissance de l'économie. Concrètement, une règle que les économistes considèrent comme étant la règle optimale de gestion de l'économie, c'est de faire en sorte que le taux d'intérêt soit égal au taux de croissance. Le transfert vers la population de l'efficacité économique liée au progrès technique ne passe plus par la hausse des salaires, mais passe par la baisse des prix. La production de la France, le PIB de la France, était de 38 milliards de francs. En 1913, il était de 42 milliards de francs. On avait pris à peu près 10%, un peu plus de 10%, en 40 ans. C'est rien. Mais je peux vous dire que les gens de 1913 vivaient beaucoup mieux que les gens de 1873. Ils avaient beaucoup plus de pouvoir d'achat que les gens de 1873. Parce qu'entre-temps, les prix s'étaient effondrés. En revanche, et j'en reviens à ce qui est important dans ma conclusion, le travail que nous allons vivre est un travail qui sera de plus en plus concurrencé et qui sera de moins en moins organisé de façon salariale. Le travail de demain sera de plus en plus un travail d'auto-entrepreneur, de plus en plus un travail de gens extrêmement fluides et extrêmement réactifs dans leurs habitudes et dans leur mode de fonctionnement. Est une société où la gestion du temps par l'épargne, la gestion du temps par l'assurance, la gestion du temps par les régimes de retraite vont devenir un enjeu considérable parce que le moyen d'éviter qu'il y ait des affrontements sociaux, qu'il y ait des ruptures entre le monde qui est le monde qui manie les capitaux et le reste de la population, le seul moyen, c'est d'associer l'ensemble de la population à la vie au quotidien de la finance. Le bon slogan, ce n'est pas « je n'ai qu'un ennemi, c'est la finance ». Le bon slogan, c'est « je n'ai qu'un objectif, c'est la finance ». Comme le monde de la banque, mais surtout le monde de l'assurance, est en train de devenir un des enjeux essentiels de ce qui va se passer. Parce qu'on va assurer de plus en plus de choses. Il va y avoir de plus en plus de gens qui vont être demandeurs de produits autour de l'épargne, notamment donc de produits qui vous assurent sur la vie, qui vous assurent sur tout un tas de choses de ce type-là. Et donc ce monde de l'assurance, qui va être lui aussi soumis à une pression concurrentielle très forte,